Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Laurence Rinsignol, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes ministre de la Famille et de l'Enfance notamment, et vous êtes ministre de plein droit, vous n'êtes plus simplement secrétaire d'État, donc d'une certaine manière vous avez été une des promues du dernier remaniement que nous évoquions il y a quelques instants avec Guillaume Tabar. Il y a plein de sujets qui vous concernent ce matin. Je voudrais commencer par un personnage que vous aimez beaucoup, parce que vous avez été très proche de Laurent Fabius. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'on lui retire la présidence de la COP21 est un mauvais coup qu'on lui fait finalement ? J'ajoute, bonjour d'abord, et j'ajoute que dans mon titre, j'ai aussi les droits des femmes. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Non, enfin, je crois pas que ce soit un mauvais coup qu'on lui fasse. Je crois que c'était compliqué d'être à la fois président du Conseil constitutionnel et de continuer d'avoir des responsabilités dans la COP. Et donc, c'est donc une décision logique. Une décision logique, ouais. Et il la prend avant que d'autres lui disent qu'il ne peut pas y en avoir d'autres de décisions. Et donc, je comprends à la fois qu'il s'est tellement engagé dans la COP qu'il a eu envie de continuer, de poursuivre ce qu'il a fait. Mais on ne peut pas tout faire, voilà. Question concernant évidemment le papier de Guillaume Tabar tout à l'heure, il y a quelques instants, pas tout à l'heure. François Hollande a moins de 20%, le sondage Ipsos, 4 Français sur 5 considèrent que la politique du gouvernement est totalement inefficace en matière économique. On a l'impression que ce quinquennat est terminé avant d'être terminé. Non, mais pourtant, il n'est pas terminé. Ben ça, oui. Il n'est pas terminé. Enfin. Malgré les sondages qui sont effectivement... catastrophiques. Oui, qui sont pas bons, qui sont pour nous des moments à chaque fois difficiles, que nous les connaissons, nous le savons. Il faut continuer de travailler, et il faut continuer de travailler en tenant le cap qui a été donné par le président de la République. Guillaume Tabar disait il y a un instant que l'émission du président l'autre jour, c'est une émission pour rien. Pas tout à fait quand même. Quand un président de la République donne le cap des 14 mois qui nous restent jusqu'à la présidentielle. Ce cap, c'est protection des Français, environnement, emploi. Il dit quelles sont ses priorités et il y a un cap. C'est pas parce qu'il dit quelque chose que la conviction des Français est emportée. D'accord, mais la conviction des Français... Ça a été le cas c'est le cas pour lui, mais ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy dans le quinquennat précédent. Donc il y a quelque chose qui est quand même cassé dans la relation entre l'Élysée et les Français. Non, mais il y a quelque chose un sondage, pardonnez-moi, c'est pas un sondage, 2 sondages, 3 sondages, c'est une vingtaine de sondages maintenant de suite. Il y a quelque chose qui est cassé, pas simplement... Alors, entre l'Élysée... à chaque fois, d'un certain point de vue, qui que ce soit qui l'occupe au bout d'un moment. Quelque chose qui est cassé entre les Français et leur confiance dans le fait que le politique puisse résoudre les problèmes économiques et sociaux qui se posent à eux. C'est ça la grande question des Français. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les gens qu'on élit, les gens qu'ils élisent, sont encore en situation de résoudre les grandes questions, faire baisser le chômage, maintenir la protection sociale. C'est pas ce qui a été dit dans la campagne électorale. Vous savez, François Hollande a fait une campagne électorale qui n'était pas pleine de promesses intenables. François Hollande avait fait une campagne électorale extrêmement raisonnable sur ses engagements. Et il y a pas loin quand même de sa campagne à la politique que nous menons depuis 2012. Donc aujourd'hui, effectivement, la question qui est posée, c'est est-ce que les politiques pour les Français sont encore capables d'avoir la main sur quelque chose ? À nous de le démontrer. Et de toute façon, mauvais sondage ou pas mauvais sondage, nous devons et nous continuons de travailler. Est-ce que vous considérez qu'il est en position de se représenter ? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il l'a dit l'autre jour. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est... Mais tout le monde en parle. Je vais vous donner un exemple. Régis Giscard d'Estaing a dit récemment, c'est une déclaration qui a été peu remarquée, que depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis François Mitterrand, que vous connaissez bien, que vous avez bien aimé, il n'y avait plus de président de la République en France. Vous dites, les politiques ne sont pas en mesure forcément de faire ce qu'ils ont promis de faire, parce que la société est devenue très complexe. Mais ce qu'ils ne sont pas tout simplement, c'est un peu ce que suggère Giscard, plus haut niveau. C'est-à-dire depuis Chirac, Sarkozy, Hollande, la France n'est plus gouvernée par des gens suffisamment, comment peut-on dire, allons-y carrément, compétents. D'abord, j'observe qu'au lendemain de la présidentielle de 2007, déjà, on parlait de la présidentielle suivante. Au lendemain de 2012, la question de la présidentielle suivante était encore posée. Nous avons des institutions qui nous enferment dans une espèce de tuyau, qui nous amènent à faire de l'élection présidentielle la question politique centrale pendant 5 ans. Je finis juste un instant. Vous disiez, est-ce que ce sont les politiques qui sont pas au niveau ? C'est pas moi qui ai dit, c'est Giscard. Non, mais que ce soit Giscard ou que ce soit vous, c'est pas une question indigne. C'est pas une question qui soit pas posable. Et la question, c'est est-ce que nos institutions, telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles fonctionnent, sont
au niveau du besoin de démocratie des Français aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un gap, un écart entre la démocratie française et des institutions qui survalorisent l'élection présidentielle et qui aujourd'hui, l'élection présidentielle telle qu'on la connaît, elle est faite pour une organisation politique très bipolarisée. Aujourd'hui, on voit bien qu'à droite comme à gauche, les difficultés à élaborer les solutions à la mutation de l'économie mondiale font que les solutions ne sont pas binaires. Mais madame, c'est votre génération, et c'est Jacques Chirac qui l'a voulu, mais c'est votre génération qui a voulu le quinquennat. Enfin, le septennat changerait pas grand-chose, pardonnez-moi. Si comment il faut bien une règle. Oui, non, mais quinquennat ou septennat, la question serait la même. Non, mais dans les septennats précédents, avec la cohabitation, il y avait la possibilité pour les présidents, pardonnez-moi cette expression qui est un peu vulgaire, de se refaire. Maintenant, il n'y a aucune possibilité. Le quinquennat de François Hollande a mal commencé, on a l'impression qu'il est en train de plonger. C'est pas moi qui le dis, c'est les sondages qui le disent. Et ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy aussi. Mais quand on gouverne, le but n'est pas de nous refaire, comme vous venez de le dire. Le but est d'arriver, en ce moment, et particulièrement dans la période complexe dans laquelle on est, à élaborer des solutions qui soient capables d'emporter l'adhésion des Français quand on les met en œuvre et qui soient utiles pour le pays. Nous refaire, c'est des histoires de joueurs de poker, c'est pas des histoires pour les politiques. Alors, parlons d'une manière plus élégante d'un comeback ou d'un retour, ce qui existe aussi pour les artistes. Prenons l'exemple du chômage, puisque c'est quand même un des grands problèmes de François Hollande. Quand Manuel Valls dit que finalement, dans le pacte de stabilité, il y a une grande partie de ce qui était prévu qui n'a pas été respecté par les branches, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose dont même le pouvoir constate que ça ne marche pas. Mais ça prouve d'abord que le pacte de responsabilité, c'est pas uniquement, comme j'ai pu l'entendre, des cadeaux au patronat, c'est aussi des contreparties, et que le temps est venu, et le Premier ministre est dans son rôle quand il le fait, d'analyser et d'évaluer les contreparties, et d'évoquer les contreparties qui manquent. Ça, c'est la première chose. Et après, ça pose une autre question, c'est quel est le niveau de sincérité, d'engagement, et en fait de contractualisation qu'on peut avoir entre les différents acteurs de l'économie française. J'ai entendu le MEDEF demander pendant des mois et des mois le pacte de responsabilité, des baisses de cotisation, 41 milliards, des baisses de cotisation, en disant avec ça on créera des emplois. Or, ce que j'observe, c'est qu'ils ne créent pas les emplois qui ont été promis. Pardonnez-moi, mais donc vous avez été naïf. Si c'est le cas, vous avez été naïf. Ou alors, ça veut dire aussi, j'émets les hypothèses, vous allez répondre tranquillement, ça veut dire aussi que fondamentalement, le début du quinquennat, avec cette histoire des 75%, puis l'histoire des pigeons, etc., a été une telle défiance pour le patronat que de toute façon, ils sont dans l'opposition à votre politique depuis le début. Que le MEDEF, de temps en temps, vous regarde avec un grand sourire, ou que de temps en temps, il soit contre ce que Manuel Valls a décidé il y a maintenant 2 jours. Je pense qu'on peut se poser la question de savoir si le patronat est effectivement bien mis en situation de prendre aussi ses responsabilités. Parce que quand on observe l'absence les faibles créations d'emplois, les faibles contreparties, elles ne sont pas justifiées par l'état exact de l'économie française et des entreprises. Et le patronat est dans une surenchère en matière de baisse de charges, allègement du coût du travail, dérégulation. Les contreparties, clairement, ils n'en veulent pas. Ils l'ont dit. Le MEDEF a dit les contreparties, on n'en veut pas. S'il n'y a pas de contrepartie, à un moment donné, ça se retourne aussi contre eux, parce que aujourd'hui, l'économie française, elle a aussi un caractère récessif si le patronat ne se met pas lui-même en situation de pousser la croissance. Donc, à un moment donné, c'est tout le monde paye dans cette affaire-là. Il n'y a pas de gagnant. Et en tout cas, l'économie française et le patronat français n'est pas gagnant dans cette situation. Venons-en au périmètre de votre ministère, puisque vous êtes chargé justement de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, avec une secrétaire d'État qui est à vos côtés, je disais, ministre de plein droit. Alors, vous l'avez lu comme moi, des associations féministes, les Femmes, Oser le féminisme, disent au fond, je prends une citation, vous avez oublié dans l'intitulé de ce gouvernement, la cuisine et le ménage, c'est-à-dire au fond de dire que ce périmètre est un périmètre qui est une caricature du droit des femmes, quoi. Non, d'abord, pardonnez-moi de vous reprendre. Je n'ai pas de secrétaire d'État à mes côtés. Je suis ministre de plein exercice et seule sur les 3 secteurs, famille, droits des femmes et enfance. On a une discussion intéressante, qui est une discussion entre féministes sur le périmètre de ce ministère. Moi, je considère aujourd'hui qu'une part importante des inégalités qui pèsent sur les épaules des femmes et qui sont autant de handicaps dans leur parcours d'autonomie sont aussi dans la famille.
Par exemple, la faible évolution du partage des tâches ménagères et domestiques, le fait que l'éducation des enfants, la responsabilité des enfants pèse toujours essentiellement sur les femmes. Je ne vais pas vous inonder de statistiques, mais toutes le confirment et le prouvent. Le fait que dans la famille, aujourd'hui, le partage ne soit pas égal, aboutit à ce que dans le travail, les femmes elles ont un œil au travail et toujours un œil sur ce qui se passe à la maison. Et ça devient un prétexte aux inégalités dans l'entreprise. Donc les accusations d'oser le féminisme ou des faits même concernant, non pas vous, mais le périmètre du ministère, ce sont des accusations erronées. Non, elles ne sont pas erronées, elles correspondent à une crainte que je connais, qui est celle que le pouvoir politique est dans l'idée de renvoyer les femmes au foyer. Mais la situation des femmes aujourd'hui, c'est pas qu'on les renvoie au foyer, c'est qu'elles sont moins payées, elles font beaucoup de travail partiel, parce que justement, à la maison, c'est elles qui s'occupent de tout. Elles sont aussi souvent familles monoparentales, donc la représentation de la famille traditionnelle, papa fume, maman coud et les enfants jouent avec des cubes en bois. Cette représentation-là n'est pas le modèle de la grande majorité des familles aujourd'hui. Et la vie des femmes, c'est à la fois d'avoir une famille, d'ailleurs une famille, tout le monde en a une, tout le monde aime en avoir une, et c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Pour moi, elle ne s'oppose pas aux droits des femmes. Et la famille moderne contemporaine, elle est diverse, elle est dans près de 25% des cas monoparentale, donc il y a qu'une mère pour élever les enfants, et les droits des femmes et la politique familiale sont aujourd'hui très liés, parce que la politique familiale est un outil en faveur des droits des femmes. Nous sommes en direct donc avec Laurence Rossignol. Vous savez, comme tout le monde, que la grande réforme sociétale a eu lieu au début du quinquennat, c'est le mariage pour tous. Donc au fond, vous venez de définir votre travail pour les mois à venir, mais qu'est-ce qui vous reste à faire comme grande réforme d'ici justement à la fin de ce quinquennat? Mais il n'y a pas eu que la réforme du mariage pour tous, il y a eu aussi la loi du 4 août sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais justement, la question c'est qu'il reste quoi à faire pour vous? Eh bien, ce qui reste à faire, c'est d'abord continuer de mener la bataille culturelle, c'est-à-dire de dénoncer, et je le fais depuis tant d'années, je ne vais pas cesser de le faire, tous les obstacles dans les représentations, la misogynie, le sexisme, qui chaque jour s'opposent à la marche des femmes. D'abord, il reste ça, puis ensuite, les lois, c'est bien de les voter, mais c'est encore mieux de les appliquer. Et les appliquer, une loi est appliquée au moment où celles ou ceux qui doivent en bénéficier la voient arriver dans leur vie. Et il y a un temps. Et ce temps-là, il faut pas le laisser couler tout seul. Si on s'en occupe pas, si on n'est pas là en train d'appliquer les lois se perdent dans les méandres de l'administration. Donc mon sujet, c'est d'abord appliquer les lois qu'on a fait voter, faire réellement progresser les femmes, alléger le fardeau qui pèse sur leurs épaules, les faire avancer vers l'égalité. Et les obstacles aujourd'hui sont dans la vie quotidienne, ils sont plus dans la loi. On a en France un socle de loi pour l'égalité qui est quasiment parfait. Et en même temps, on constate que l'égalité n'est pas toujours au rendez-vous. On en termine avec ça. On se souvient qu'il y a maintenant quelques mois, vous étiez parti en guerre contre Patrick Sébastien et sa petite pipe chantée à la télévision à 20h30, donc sur une chaîne du service public. Il avait dit, mais moi je suis le fils, en gros, ou le frère, ou le petit frère de Serge Gainsbourg. Est-ce que vous continuez à penser que cette chanson en direct à 20h30 était un scandale? Écoutez, les chansonniers font des chansons. Et les responsables c'est exactement politiques. le contraire quand même de ce que vous venez de nous dire. La philosophie qui est immanente de la. Vous dites qu'il faut absolument faire la bataille culturelle contre justement une vision sexiste de la société. Donc c'est une question que je vous pose. J'ai dit à ce moment à quel point cette chanson ne me laissait perplexe, voire plus. J'ai beaucoup de travail, j'ai un ministère important, j'ai autre chose à faire que de relancer une polémique avec Patrick Sébastien ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Laurence Rossignol. Donc sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h30, passez la meilleure journée possible. Nous avons rendez-vous avec le rappel des principaux titres de l'actualité. Et après on retrouvera Philippe Tesson et Bruno Roger-Petit. Bonne journée à vous donc. Merci, au revoir, bonne journée.